Bien, donc, alors, je résume la biographie de Santiago, qui est sa vie et ses prédications, comment il a diffusé la parole du Christ, le don du cœur, du soin qui est donné par Jésus, ensuite son martyre, et enfin sa translation et la légende en Galice. Et puis ses miracles, alors les miracles au long de tous les siècles. D'abord les 22 miracles du Codex, mais il y en a d'autres. Deux textes dont vous avez déjà parlé, la lettre de Saint Jacques et le pseudo-turpin. Alors, qui ont engendré justement les hôpitaux de Saint Jacques, Saint Jacques et la mort avec l'extrême onction, la bonne mort et des exemples, etc., etc. Alors, le patrimoine jacquaire de Bordeaux se divise en plusieurs thèmes. Il y a tout d'abord, et c'est tout à fait unique, 3 églises déclarées patrimoine mondial de l'UNESCO à Bordeaux, au titre des chemins de Compostelle. Alors, je ne vais pas faire le procès de la façon dont tous ces monuments français et tous ces chemins français ont été inscrits au patrimoine mondial. Ça serait le but de toute une conférence, mais ça n'a pas d'intérêt pour vous. Donc, il y a ces 3 églises, l'église Saint-Seurin, la cathédrale Saint-André, l'église Saint-Michel. Alors, nous verrons demain la cathédrale Saint-André et l'église Saint-Michel. Et puis aussi, alors les restes de l'hôpital Saint-Jacques, anecdotique palais Gallienne, que je vais vous montrer, les souvenirs de Charles et de Roland en Aquitaine, et la croix Saint-Genès, et enfin le prieuré Caillac en sortant de Bordeaux. Alors la cathédrale Saint-André. La cathédrale Saint-André est inscrite au patrimoine mondial, comme je vous disais, mais pourtant, cette unique chapelle qui a un lien avec Saint-Jacques ne fait pas partie des raisons qui ont justifié l'inscription. Alors, ce décor a été découvert en 1994 dans une chapelle déambulatoire au sud de la chapelle d'Ax. Il a été dégagé en 1999 et restauré en 2000. Alors, que signifie ce décor? Eh bien, c'est un décor d'une chapelle funéraire. Et il surmontait le gisant d'un chanoine qui est mort avant 1339, c'est-à-dire au XIVe siècle, et il s'appelait le chanoine Ponce de Pommier. Et le décor se développe sur 3 registres. Il y en a surtout un qui est extrêmement intéressant. C'est la scène de la mort du chanoine. Alors vous le voyez ici, je l'ai encore perdu, voilà. Vous le voyez, c'est son âme qui est là, un crinolone tout nu. Il monte et il est assisté dans sa montée au ciel par Saint-André, qui est le patron de la cathédrale, et Saint-Jacques, qui est un patron de la bonne mort. Alors au-dessus, on le voit plus mal, assez mal, mais les anges l'attendent au paradis, évidemment. Et cette image, elle est extrêmement intéressante parce que elle montre clairement comment Saint-Jacques est là au moment de la mort de ses fidèles. Alors, à l'église Saint-Seurin de Bordeaux, il y a là, c'est une des raisons de l'inscription, elle est censée garder le corps de Roland, l'olifant pour lequel Roland a soufflé tellement qu'il l'a cassé, il est cassé là. C'est une défense d'éléphant qui est sculptée et qui raconte cet épisode. Alors, on en parle dès le XIIe siècle. Le guide du pèlerin dans le Codex dit c'est le corps de Roland. Et le Turpin dit aussi que ce corps a été transporté d'abord à Blaye, où Roland a été enterré, et qu'après, on ne sait pas pourquoi, il est parti de Blaye
à Bordeaux. Tout ça est hautement problématique. Enfin, à la cathédrale, à l'église Saint-Michel de Bordeaux, il y a toute une magnifique chapelle Saint-Jacques qui date du XVIIe siècle. C'était la chapelle de la confrérie. Alors la confrérie, les confrères Saint-Jacques sont issus aussi du culte à Saint-Jacques, et ces confréries, j'en avais déjà un peu parlé à Rome, parlaient de temps en temps de pèlerinage qu'on doit effectuer à Compostelle, mais ça n'est pas systématique. Sur toutes les études que j'ai pu faire, au Moyen-Âge, les confréries qui mentionnent l'obligation d'aller à Compostelle sont à peu près dans une proportion de 1 sur 2. L'obligation d'aller à Compostelle est plus fréquemment notée à partir du XVIIe siècle. 17e, 18e. Mais les autres confrères prient Saint-Jacques dans leur chapelle. Alors cette chapelle, elle est tout à fait intéressante, en ce sens qu'elle s'ouvre sur une statue de Saint-Jacques, un grand Saint-Jacques pèlerin, qui est aujourd'hui au musée, mais il y a une réplique qui est faite dans la chapelle de la Virée de Main. Et un très grand retable qui date du XVIIe siècle, qui est très fouillé et qui explique bien la légende de Saint-Jacques. Saint-Jacques qui monte au ciel, des pèlerins qui le prient. Sur l'autel, il y avait des reliques. Alors, moi, je pense que ce sont des reliques de Saint-Jacques, mais il n'y a rien qui l'atteste. Mais il y a deux petits reliquaires sur un autel Saint-Jacques, ce n'est sûrement pas les reliques d'un autre saint. Alors, au-dessus, et qui est tout à fait intéressant, d'abord, je vais vous montrer sur l'image suivante. Alors, c'est le tableau qui montre, là encore, la mort d'un confrère. Vous le voyez aussi, il n'est pas tenu, mais pratiquement, et accueilli au ciel par les âmes des confrères, qui sont même certains sont devenus des anges. Et c'est un tableau qui est très rare. Et ici à gauche, le registre un des registres, enfin le plus beau registre de la confrérie qui soit conservé, qui date du XVIe siècle, qui explique que ici est l'aumône et les recettes et les dépenses de la confrérie, et avec les noms des confrères et des confréresses, parce qu'il y avait également beaucoup de femmes. Alors, dans cette chapelle dont je vous parlais tout à l'heure, la tombe d'un confrère qui est enterré là. Et puis alors, dans la recherche, ce qui peut être intéressant, parce que si vous allez aux archives, vous allez trouver ce registre, mais il est très difficile à lire pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel. Et heureusement, il y a des tas d'érudits qui ont travaillé, surtout au XIXe siècle, et qui ont transcrit ce registre et qui l'ont publié. Donc c'est ouvert vraiment à toute personne qui a l'intention de se renseigner sur le patrimoine jacquaire de cette chapelle. Alors, toujours à Bordeaux, bien sûr, l'hôpital de Santiago. Alors, cet hôpital était le but des processions de la confrérie Saint-Jacques, parce que les confréries avaient à cœur de se montrer. Et lors des grandes fêtes, eh bien, elles allaient en procession à un endroit ou à un autre. Et ici, le Saint-Michel, les confrères allaient en procession à cet hôpital Saint-Jacques qui est attesté très tôt, au XIIe siècle, et qui est devenu malheureusement un garage de voitures. Et qui, encore plus malheureusement, il est tellement mal entretenu que le 9 mars 2002, la voûte du chœur s'est effondrée. Et miraculeusement, là, Saint-Jacques n'a pas voulu disparaître. Le Saint-Jacques qui était à la voûte, qui est ici une photo antérieure à l'écroulement, cette photo, alors la peinture avait été faite au XIXe siècle, mais la clé de voûte datait du XVe. Et donc cette clé de voûte a été retrouvée indemne au milieu des gravats. Maintenant, tout le monde cherche cette clé de voûte, mais la propriétaire refuse de la montrer, et elle est cachée dans un coffre, enfin on ne sait où, en tout cas elle refuse de la voir, et puis surtout elle refuse de vendre cette chapelle,
Donc la chapelle reste en l'état en attendant peut-être son écroulement, mais elle a été inscrite au monument historique il y a 1 an ou 2, je crois. Donc il y a peut-être... C'est toujours un garage. C'est toujours un garage, c'est ça. Donc on attend plus ou moins l'écroulement de la chapelle, et c'est tout à fait dommage. Alors on ne la verra même pas demain parce que C'est privé. d'abord c'est privé, puis elle est cachée derrière une façade. Donc on la verra. Se ve la fachada en la foto arriba a izquierda, se ve la fachada principal y hay una puerta metálica para dar acceso a los coches. Y la iglesia desde fuera no se ve nada. Se ve únicamente cuando se puede pasar, porque sale un coche se puede ver el interior. Pero el interior lo tenéis en la foto principal. Es una iglesia en estado no, en estado viejísimo, pero... C'est tout à fait dommage parce que ce patrimoine es un monumento privado. Et là, on n'y peut rien, la loi n'y peut rien. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas exproprier ça dépend. Encore faudrait-il avoir l'argent pour la racheter. Parce qu'exproprier, c'est bien, mais ça s'exproprie pas à zéro. Hein. Hay que pagar. Voilà, c'est aussi la grande misère du patrimoine, et c'est une occasion aussi de penser qu'il y a, comme ça, de par l'Europe, des tas de petites chapelles qui s'écroulent aussi. Et c'est aussi un des rôles des associations d'aider à relever ces chapelles et à les sauvegarder. Alors ça, c'est tout à fait amusant. C'est une plaque qui existe à Bordeaux, sur la place Gallienne d'ailleurs, et je vous la lis. C'est autour de l'an 1000 que naît la légende du palais gallien. Gallienne était, dit-on, la femme de Charlemagne. L'empereur était si amoureux d'elle qu'il lui aurait construit un palais gigantesque et magnifique. Bon, alors ça, c'est une des légendes qui traînent aussi autour de Charlemagne, sur un fond qui est peut-être historique, et qui dit que Charlemagne, quand il avait, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, s'est fâché avec son papa, le roi Pépin. Et il est parti. Il a fait une fugue, et il est parti chez les ennemis, chez l'émir de Cordoue. Il est arrivé à Cordoue, et là, l'émir avait une très belle fille, qui était une très belle princesse, qui était fiancée. Et il a séduit la princesse, il a tué le fiancé, et la princesse, émerveillée, s'est convertie. Il l'aurait ramené à Bordeaux, où il lui aurait construit un palais magnifique dont il reste l'urbine. Et ben là, il a abandonné lâchement, il est rentré à la cour de son papa, et il a eu la carrière qu'on lui connaît. Donc c'est pas tout à fait à la gloire de Charlemagne. Mais on a vu que Saint-Jacques avait pardonné après sa mort, qu'il avait construit tant et tant d'églises Saint-Jacques que tous ses péchés ont été oubliés. Voilà. Et donc, mais quand même, on n'a pas cru longtemps à cette légende. Et au XVIe siècle, un érudit perce le secret et il dit que c'était un colisée romain, un temple romain. Bon, alors, on n'en sait rien en réalité. Et alors, ce n'est plus Gallienne qui est là, mais c'est l'empereur Gallien. Et alors, bon, la plaque conclue avec beaucoup d'ironie. La femme était une chimère, c'est-à-dire une invention. L'empereur Gallien était un usurpateur malgré lui, parce que l'empereur Gallien n'a jamais mis les pieds en haut. Donc il reste une ruine antique dont on ne connaît pas l'origine. Et je trouve que c'est vraiment, cette plaque, elle est précieuse parce qu'on trouve même une mention dans aucun livre de cette histoire du palais Gallien à Bordeaux. C'est pas tant évidemment avec l'anglais, mais c'est très intéressant. Voilà, alors, Charlemagne, la légende de Charlemagne, on la retrouve énormément en Nouvelle-Aquitaine, parce que le pseudo-urbain
explique que Charlemagne, quand il a été mandé par Saint-Jacques de venir à Compostelle sauver son tombeau, Charlemagne se reposait dans son palais et Charlemagne aussitôt s'est relevé, s'est parti avec ses chevaliers et il est passé par un chemin qui n'est pas très sûr, mais en tout cas un chemin qui a beaucoup marqué en Aquitaine parce qu'on y parle de la ville de Saintes, on y parle d'Agen, on y parle aussi de Bordeaux. Et en plus, au XIIIe siècle, un auteur a amplifié le passage de Charlemagne en Aquitaine en écrivant ce qu'on appelle aujourd'hui un Turpin Saintonge. Donc il raconte avec force détail tous les endroits où Charlemagne est passé.